Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Et si la pétition contre la loi Duplot produisait les mêmes effets que les applications avec lesquelles on scanne les codes-barres des produits ? Pour les pétitionnaires, l'espoir est permis quand on sait que les Yuka et autres quels produits ont réussi à faire plier des industriels obligés de changer les ingrédients de leurs recettes. Les signataires peuvent donc espérer que la forte mobilisation en ligne va contraindre les parlementaires à revoir leurs copies, ou du moins les forcera à en rediscuter. Car c'est le tube de l'été 2025, celui qu'on n'avait pas vu venir. Le nombre de signataires donne le tournis. Elle fait en effet un carton, cette pétition contre la loi Duplon, mise en ligne sur le site de l'Assemblée. Regardez comment le compteur est rapidement monté en flèche. La pétition contre la loi Duplon affole les compteurs. Plus de 300 000, c'est le nombre de signatures recueillies en seulement 8 jours. Le seuil de 500 000 signatures est franchi. Plus de 700 000 signatures. Cette pétition a dépassé le cap des 750 000 participants. La pétition en ligne contre la loi Duplon a franchi ce matin le cap des 800 000 signatures. C'est un record. La pétition contre la loi Duplon a dépassé la barre du million de signatures. À chaque seconde qui passe, le nombre s'envole. La pétition contre la loi Duplon, elle dépasse désormais les 1 300 000 signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Plus d'1 400 000, 1,6 million de signatures contre la loi Duplon et ça ne cesse de grimper. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. La loi Duplon et cette pétition qui va s'approcher petit à petit des 2 millions de signatures. 2 millions de signatures. Au football, la VAR, V-A-R, c'est l'assistance vidéo à l'arbitrage. Et aux médias, la VAR, c'est la vérification de la parole politique. Dans ce nouvel épisode, on va scanner ce qui a été dit sur cette loi pas très écolo-friendly. C'est parti. Les principaux reproches contre la loi Duplot sont qu'elle autorise à nouveau un pesticide controversé, l'acétamipride. C'est un néonicotinoïde suspecté d'être nocif pour la biodiversité et la santé humaine. Après un parcours chaotique à l'Assemblée, cette loi adoptée début juillet facilite aussi la construction de méga-bassines et des bâtiments pour l'élevage industriel. Tout pour plaire à la FNSEA et aux partisans de l'agriculture intensive. Mais la Confédération paysanne, la Ligue contre le cancer ainsi qu'une vingtaine de sociétés savantes contestent le bien fondé de cette loi. Et ce qui est frappant, vous allez le voir, c'est que pour défendre la loi Duplon, ces partisans reprennent les mêmes arguments dénigrant les applications qui évaluent les biens de consommation. Et les opposants à la loi tiennent le même discours que les personnes qui plébiscitent le recours aux applis. Avant de voir ça, rappelons d'abord comment ces applis fonctionnent. C'est devenu une habitude pour 16 millions de Français. Vérifier la composition des produits en scannant leur code-barre grâce à une application. Elle décrypte instantanément tous les ingrédients et leur impact sur la santé. Ce soda sans sucre, et on se rend compte, par exemple, qu'ici, il y a une note rouge du fait de la présence d'un colorant suspecté d'être cancérogène. C'est un produit qui comporte énormément d'additifs, dont des additifs nocifs. Parmi les 300 additifs autorisés en France, l'UFC Que Choisir estime que plus d'un quart peuvent présenter des risques de cancer ou de perturbations endocriniennes, d'où l'intérêt d'être bien informé. Et une bonne information sur ce que l'on consomme permet de faire pression sur l'industrie agroalimentaire, mais aussi sur les marques de cosmétiques qui doivent désormais tenir compte de la vigilance de leur clientèle, même si elles ont parfois un peu de mal à le reconnaître. Certains fabricants sont conscients du pouvoir de ces lanceurs d'alerte 2.0. Je pense que c'est important d'y faire attention et ça aide les acteurs à essayer de se dire on va modifier certains éléments dans notre liste d'ingrédients. Mieux vaudrait donc revoir ces recettes que risquer de perdre des parts de marché. On va maintenant comparer les arguments des uns et des autres concernant le pesticide potentiellement dangereux. Du côté des partisans de la loi Duplon, comme chez les industriels qui utilisent des additifs controversés, on s'abrite derrière l'argument de la légalité. C'est peut-être mauvais pour la santé et la biodiversité, mais c'est légal. Regardez comment l'industrie agroalimentaire tient le même discours que le président de la FNSEA. Du côté des géants de l'agroalimentaire, ce genre d'application fait grincer des dents.
Dans cette usine, des crèmes dessert qui contiennent un additif controversé a été mal noté. Ce qui me gêne en fait, c'est qu'une personne ou un petit groupe de personnes s'affranchit d'un avis qui a été rendu par un collectif scientifique. Ça veut dire qu'en gros, ce qui est autorisé par la réglementation européenne est balayé par ce petit groupe de personnes. C'est un produit qui fait l'objet d'une homologation européenne. Il est utilisé partout. Et voilà, c'est simple, on préfère donner la priorité au profit plutôt qu'à la santé. Dans le camp d'en face, évidemment, c'est le discours inverse que l'on tient. Leur préoccupation, c'est le principe de précaution. Chez Yuka comme à l'INSERM, ce sont les données scientifiquement établies qu'on privilégie. Sur les additifs, on se base sur l'état de la science et l'état des recherches à ce jour pour qualifier chaque additif en fonction d'un niveau de dangerosité. Il y a un certain nombre d'études qui montrent, comme chez les insectes, des effets qui sont des effets neurotoxiques, donc une toxicité sur le système nerveux, le cerveau. Les néonicotinoïdes, certains ont été associés à des pertes de points de QI chez les enfants exposés in utero, des risques du trouble des spectres autistiques. Cet argumentaire scientifique est balayé par l'autre camp. Vous allez voir le représentant des industriels de la charcuterie contester la nocivité, pourtant scientifiquement démontrée, des nitrites dans le jambon ou le saucisson. Et dans la même veine, je vous laisse découvrir comment Julien Audoul, du Rassemblement national, parle des opposants à la loi du plomb. Il en dit beaucoup de mal, regardez. On demandait à Yuka de ne pas considérer que les nitrites et les nitrates étaient des substances dangereuses. Que ce produit, ce pesticide n'est pas nocif, ce produit d'ailleurs qui est utilisé dans tous les pays de l'Union européenne. Tous les pays du monde autorisent les nitrites et les nitrates. Parce que la pétition qui a été proposée contre cette loi du plomb est une pétition qui est truffée de mensonges. Et en plus, on leur demandait de cesser ce lien automatique avec une pétition qui demandait l'interdiction totale de ces additifs. Parce que la pétition est instrumentalisée par les réseaux d'extrême gauche qui, eux, veulent la mort de l'agriculture française. Pour enfoncer le clou, Audoul va tenter de faire vibrer la fibre sociale qui sommeillerait en lui, tout en montrant qu'ORN aussi, le sens de la hiérarchie, fait passer le business agricole avant la santé humaine et environnementale. Ce serait surtout une erreur de ne pas soutenir nos agriculteurs qui attendent aujourd'hui d'être renforcés, qui attendent de pouvoir vivre de leur métier. Je rappelle qu'il y a un quart des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours en France. Ce n'est pas acceptable. Ce qui ne paraît pas acceptable en réalité, c'est d'instrumentaliser le suicide chez les agriculteurs face caméra, tout en se moquant du suicide des paysans en dehors des plateaux télé, comme l'a fait Julien Audoul lors d'une réunion avec ses amis du RN. Julien Audoul ironise sur le suicide d'un éleveur pendu dans son hangar. Alors nous nous sommes procuré cet enregistrement. Voici ce qu'ils disent. Jacques Ricardetti, l'agriculteur qui se pend au fêtage de son hangar, a-t-il laissé une trace? S'est-il pissé dessus? Julien Audoul, est-ce que la corde était française? L'agriculteur qui se pend au fêtage de son hangar. Ça, c'est bon. Ouais. Voilà. Peut-il avoir une trace? S'est-il pissé dessus? Est-ce que la corde était française? Des traits d'humour évidemment très choquants dans un pays où le malaise agricole est si profond. Verdict de la VAR, Julien Audoul mérite un carton jaune. On va reprendre le jeu des ressemblances en comparant maintenant ce que disait le chef des charcutiers sur les nitrites et nitrates dans la nourriture, qui s'affiche en rouge dans les applis car ce sont des substances reconnues comme cancérogènes. Vous allez voir qu'il emploie exactement les mêmes formulations rassurantes, mais totalement fausses, que le sénateur Laurent Duplon, l'auteur de la fameuse loi qui porte son nom. Est-ce que vous, personnellement, vous pensez que les nitrites et nitrates sont dangereux ou pas? Alors je pense qu'aux doses utilisées et recommandées, ils ne sont pas dangereux. L'étamiprid utilisé dans les conditions préconisées n'est ni dangereuse pour la santé humaine, ni pour l'environnement. C'est la porte-parole de la directrice générale de la santé européenne qui le dit. Et cet argument, le sénateur Duplon va le répéter encore et encore pour répondre aux pétitionnaires qui demandent l'abrogation de sa loi. Regardez ce qu'a dit la porte-parole de la DG Santé. La porte-parole de la Direction Générale de la Santé. Une interview faite
par François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement. T'es interviewé par François de Rugy, ancien ministre de l'Environnement, dit très clairement, l'acétamipride utilisée dans les conditions préconisées n'est ni dangereuse pour la santé humaine, ni pour l'environnement. Vérifions si le sénateur a raison. Alors, oui, c'est vrai, François de Rugy, après une vie politique passée de l'écologie à la Macronie, il anime depuis quelques mois une nouvelle chaîne YouTube. Il y fait du greenwashing, c'est-à-dire qu'il passe son temps à dire que le capitalisme et la protection environnementale font bon ménage. Lol. Et oui, c'est vrai, la chaîne de François Rugy a bien diffusé l'interview d'une porte-parole de la Commission européenne, venue dire que le pesticide autorisé par la loi du plomb n'a rien de dangereux. Des éléments de langage rassurants qui vont vous en rappeler d'autres. L'acétamipride, si c'est utilisé conformément avec les conditions, puis il ne pose pas quelque danger pour la santé humaine. Ni pour la biodiversité. Ni pour la biodiversité. Je pense que la science est avec nous et c'est vraiment un processus scientifique, indépendant et transparent. Vous pouvez aussi regarder le site de web de l'EFSA. Vous avez noté l'astérisque qui renvoie vers le site internet de l'Autorité européenne de sécurité alimentaire. Mais la porte-parole de la Commission oublie de nous dire ce que l'on peut y lire entre les lignes. L'Autorité européenne de sécurité des aliments a divisé par 5 le seuil maximal du pesticide dans les fruits et légumes, par précaution. Il existe des incertitudes majeures dans l'éventail de preuves de toxicité. Des incertitudes majeures. L'Autorité européenne de sécurité des aliments admet donc qu'elle n'est pas en mesure d'évaluer correctement les risques liés à l'utilisation de l'acétamipride. Ces méthodes de travail et d'évaluation font d'ailleurs grincer des dents. Écoutez ce qu'en dit cet observateur qui pointe une méthodologie douteuse et des conflits d'intérêts avec le lobby de l'agrochimie. EFSA, donc l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a mis en place ses propres politiques d'évaluation des pesticides qui sont contraires au règlement européen. Et l'EFSA, progressivement également, a adopté des approches qui sont promues depuis 20 ans par l'industrie des pesticides. L'EFSA a mis en place des groupes de travail qui sont truffés de soi-disant experts, qui sont des scientifiques, qui travaillent ou qui ont travaillé pour certains lobbies de l'agro-industrie. Il y a une pression et une infiltration de l'industrie des pesticides au sein même de l'agence européenne. Mais que peuvent espérer les presque 2 millions de pétitionnaires opposés à la loi du plomb ? À part une éventuelle censure du Conseil constitutionnel, il n'y a pas grand-chose à attendre. C'est ce qu'a expliqué la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, dès qu'elle a vu la pétition franchir le cap des 500 000 signatures. Les Français ont signé cette pétition. Nous pourrons organiser un débat dès la rentrée parlementaire sur ce sujet. Le débat ne pourra en aucun cas revenir sur la loi votée. C'est important aussi peut pas y avoir que vous de vote. sachiez. Ce n'est pas regrettable. Mais non, on peut pas revenir sur un vote. C'est un vote de l'Assemblée nationale qui a d'ores et déjà eu lieu. Donc cette loi, elle a été votée et maintenant c'est au Conseil constitutionnel de statuer sur la loi et sur sa régularité. Mais la pétition ne peut pas amener à une abrogation du texte de loi à la rentrée et c'est bien normal. On ne peut pas avoir des légitimités qui s'opposent. La représentation nationale et le Sénat se sont prononcés. Mais la pétition, en franchissant le cap du 1er million de signataires, a rappelé une promesse non tenue par Emmanuel Macron. Nous devons donner plus de place à la voie référendaire dans notre démocratie. Et ce que je souhaite, c'est que, dans le cadre de notre réforme constitutionnelle, nous puissions aller plus loin sur le référendum d'initiative partagée qui a été créé il y a maintenant 11 ans dans notre Constitution, en simplifiant les règles, en permettant que l'initiative puisse venir de citoyens, 1 million de citoyens qui signeraient une pétition. La pétition contre la loi du plomb a dépassé la barre du million de signatures. 1 million de citoyens qui signeraient une pétition et qu'elle puisse prospérer en projet de loi et si elle n'était pas examinée par les assemblées, aller au référendum. Je crois que c'est une bonne voie qui respecte la démocratie représentative mais qui permet à 1 million de citoyens qui se rassemblent. Plus d'1 million de signatures contre l'adoption de la loi du plomb. 1 million de citoyens qui se rassemblent, de pousser le Parlement à discuter d'un texte ou bien d'aller au référendum.
En 2019, à la sortie de la crise politique provoquée par le mouvement des Gilets jaunes, Macron voulait en effet simplifier le déclenchement des référendums d'initiative populaire. Et écoutez bien le seuil du nombre de signatures nécessaires qu'il avait fixé. Si on disait, on peut créer un référendum d'initiative citoyenne qui chaque matin peut revenir sur ce que les parlementaires ont voté, là on tue la démocratie parlementaire. Parce qu'il y a une loi qui n'a pas plu, moi je ne suis pas de cette majorité, ça ne me plaît pas, je veux changer les choses, je fais un référendum, j'y reviens 2 mois après, ou 1 an après, ou 2 ans après, vos représentants, ça ne sert plus à rien, on tue la démocratie représentative, qui malgré tout est la seule qui tient les contraintes. Mais si cette proposition ne s'est finalement jamais concrétisée, c'est peut-être parce que quelques mois plus tôt, Emmanuel Macron racontait qu'il n'était pas emballé par cette idée de référendum d'initiative citoyenne réclamée par les Gilets jaunes. Rappelons qu'en 2018, la mobilisation des Gilets jaunes avait débuté par une pétition contre la hausse des carburants signée par plus d'1 million de personnes. Presque 7 ans plus tard, c'est une autre pétition à vocation sanitaire et environnementale qui vient encore bousculer les fondements de notre démocratie représentative à bout de souffle. L'aspiration des Français à davantage de démocratie directe ne se dément pas. Elle prend même de l'ampleur. La génération qui aime scanner les produits avant de les acheter semble avoir évalué de la même façon le contenu de la loi Duplon en lui attribuant un très mauvais score. Mais si cette mobilisation citoyenne parvenait en bout de course à faire abroger la loi, ce qui serait quand même une bonne nouvelle, le camp des progressistes ne devrait pas pour autant se réjouir trop vite dans cette période où les idées réactionnaires dominent le débat public. Une victoire sanitaire et démocratique ne doit pas faire oublier la bataille culturelle et idéologique qui reste à mener. Voilà, c'est terminé. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de la VAR Politique. Dites-nous ce que vous en avez pensé en laissant un commentaire. Likez si vous avez aimé et restez connectés aux médias.